Super, Alain, t'as toujours pas ta caméra, elle est en haut, au centre. Bonjour à tous, on est tous là. Ça fait plaisir de vous recevoir. Stéphane Coulot s'est désisté au dernier moment. Il est allé faire de la grimpette en montagne. C'est une bonne raison de ne pas être derrière un écran. Il est au plein air. Alors, je suis ravi de vous accueillir. Je donne la parole en premier à Carole, et après on a nos deux Alain et Colin. Donc un super panel. Je vous laisse vous présenter en même temps, en deux mots sur votre logiciel et où vous en êtes de votre développement, ce qui donnera comme ça un aperçu rapide au public pour lancer la discussion. Top. Eh ben, écoute, merci. Je prends la main. Donc, bonjour à tous. Carole Dananché, enchantée. Je suis la CEO de la startup Canel. Canel, c'est un software, bien sûr, de vidéo. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à tous, dans une entreprise, de pouvoir créer des vidéos en 15 minutes, chrono. Sans compétences, bien sûr. Donc, où est-ce qu'on en est? On est une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui. On a plus de 200 clients, beaucoup de grands comptes, mais aussi de plus en plus maintenant de petites entreprises aussi qui utilisent la solution. Et on a bien sûr de gros projets dont on parlera sur les sujets d'internationalisation, etc. tout à l'heure, de se développer et de sortir et d'aller au-delà du marché français. Créé en quelle année? Créé en 2017, super. Mais avec un pivot, comme toutes les startups. Alors, à toi, Alain Garnier. Ben, bonjour à tous, donc Alain Garnier, donc moi je suis dirigeant cofondateur de Jamspot. Donc nous on est un éditeur SaaS, hein, c'est pour ça évidemment qu'on va parler du SaaS aujourd'hui, ça va être le sujet. Donc société bootstrap, hein, c'est-à-dire pas de levée de fonds et donc on est plus de 35 personnes maintenant, on dépasse les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et avec 300 clients. Et nous ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises à mieux communiquer et collaborer au quotidien. On vient apporter toute la problématique justement dans ce monde digital où on est tous aujourd'hui connectés. Comment on fait? Ah, ça coupe. Carole, t'as fait une levée de fonds ou pas juste... Alors, oui, nous, on a fait une petite levée de fonds. On avait fait un tour de seed de 600 000 euros. Voilà, il y a d'autres projets dans le pipe, mais effectivement, nous, on n'a pas bootstrappé là-dessus. Je crois qu'Alain... Il est en train de revenir, Alain. Moi, c'était encore figé chez moi. Pareil. Ouais. On va passer au deuxième Alain, alors. Et Alain va nous rejoindre, je suis sûr qu'il va retrouver son débit. Oui, enchanté à tous. Donc, moi, c'est Alain Mevlec, ce coup-ci. Je suis le fondateur, le cofondateur de Celle-ci. Celle-ci, c'est une solution de gestion des ventes, on va dire au sens large, pour les entreprises, qui permet de faire le CRM, le devis, la signature électronique, la facture, enfin, voilà, le paiement. Donc, qui permet aux entreprises de gérer leurs ventes et de se faire payer plus vite. On est un peu le dinosaure, je pense, dans la salle, puisqu'on a été créé en 2009, donc la société a 12 ans. On a fait quelques levées au fil du chemin. Au total, on a dû lever à peu près 8 millions d'euros. On a une équipe de 80 personnes sous le beau soleil de La Rochelle, et qui est aussi un peu une spécificité. On n'est pas à Paris. Voilà, et ça se passe, ma foi, très bien, puisqu'on prévoit encore 20 recrutements là cette année. Donc, un bon développement en ce moment et un métier qu'on adore, le SaaS. Alain, juste, je me rappelle plus quelle année tu as créé Jamspot. Ah, mais moi, tu sais, avant les dinosaures, il y avait d'autres bêtes préhistoriques, tu sais, il y avait les fougères. Donc nous, on a été créé en 2005. Mais en fait, la boîte B2B, voilà, c'est vraiment 2008 qu'on lance le produit B2B. Après un pivot aussi, hein, parce que comme l'a dit Carole, si t'as pas fait de pivot dans ta vie en SaaS, je veux dire, t'as raté ta boîte de SaaS, quoi. À toi, Colin. Excellent. Merci Gabriel pour du coup l'organisation de ce webinaire. Aujourd'hui, je suis Colin Lalouette, je suis le fondateur et CEO de Appvisor. Donc, on a un média qui digitalise l'entreprise. On a un trafic d'un peu plus d'1 million de visiteurs globalement sur la France, à 75%, mais de plus en plus à l'international. On a aujourd'hui du coup 500 clients pour lesquels on fait la promotion des logiciels à travers des contenus qui sont des contenus éditoriaux, des contenus sponsorisés qui permettent de décrypter, d'expliquer un petit peu le monde SaaS, mais plus que ça,
encore en amont les problématiques, les pain points des managers, des fondateurs, des collaborateurs qu'ils ont tous les jours, où on va derrière leur présenter intelligemment les solutions qui permettent de répondre à ces pain points. Donc, on est une quarantaine de collaborateurs. On a fait 2 levées de fonds, donc un peu plus de 3 millions d'euros au global. Et aujourd'hui, on opère et on sévit sur l'Europe et les USA depuis Montpellier. Donc, on a 13 nationalités en tout aujourd'hui qui travaillent voilà, un peu en remote, un peu en horaire décalé. Mais on reviendra sur la partie gestion des talents peut-être un petit peu plus tard, je crois. Super. Je vais me présenter moi aussi en 2 minutes parce que je suis pas sûr que tout le monde me connaisse dans la salle, vu que vous avez bien fait votre travail de marketing chacun de votre côté. Donc on a des gens qui sont venus grâce à vous. Je suis Gabriel Davy-Schwebel, je suis le fondateur d'Une Minute 30. Une Minute 30 est une agence marketing. On était pionniers en inbound marketing en 2012. On commence à être dinosaures nous aussi. Et depuis, on a pas mal développé nos méthodes, en particulier un livre qui s'appelle Acquisition Strategy Design, qui est une nouvelle méthode pour créer ces plans d'acquisition de façon très pratique, très pragmatique, pas à pas. Et puis, je parle aussi d'un autre livre qu'on a écrit avec Colin. Tu l'as pas fait, donc je le fais. Tous les secrets de la croissance pour accélérer les ventes de sa solution logicielle. Donc, ça, on a un super jeu de mots dans notre titre. Et c'est un petit livre où on donne des conseils aux fondateur, d'éditeur de logiciels à toutes les étapes de maturité, parce qu'on va un peu suivre le déroulé de notre conversation aujourd'hui. C'est qu'on va partir des différentes étapes de la création d'un éditeur, avec le lancement, l'idée, la jeunesse de l'idée, le financement, les premiers clients, et puis après l'internationalisation, le scale, peut-être la fin ou la mort de l'entreprise. On va essayer d'adresser tous ces sujets-là. Petit élément me concernant, j'ai tenté l'aventure 2 fois, moi, dans l'édition de logiciels. J'ai fait un premier logiciel en 2006 de podcast sur mobile. Et puis il y a un truc qui s'appelle l'iPhone qui est sorti en 2007 et qui a un peu changé la perspective de ce qu'on faisait. Et puis j'ai fait un autre logiciel en 2011 de monitoring des énergies renouvelables. Ce logiciel existe encore, mais moi j'ai quitté l'aventure quand il y a eu le moratoire sur les énergies renouvelables. Et en ce moment, c'est ce que je disais au public, j'ai une 3e idée de logiciel dans un domaine pas du tout saturé qui est le CRM. Mais voilà, tout ça pour la présentation. Toujours à toi, Carole, juste sur l'idée d'origine, comment t'es parti sur ton premier projet, qu'est-ce qui t'a amené à pivoter? Si tu peux nous donner quelques éléments là-dessus, et puis je pense que les deux, Alain, qui ont pivoté eux aussi, pourront compléter. Ok, on va faire du coup la farandole de pivot. Effectivement, je pense que c'est assez intéressant de revenir sur les pivots pour inspirer un peu peut-être les personnes qui sont dans un premier projet et qui décollent pas forcément. Nous, très rapidement, ce qu'on avait imaginé comme premier projet sur lequel on s'était lancé, c'était une plateforme d'avis de consommateurs en vidéo. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, les TripAdvisor et compagnie sont sous un format écrit, c'est pas très authentique, c'est pas très fun dans l'ère de la vidéo. Et donc, on va permettre aux gens de se filmer pour donner leurs avis. Et en fait, plus on a travaillé sur ce premier projet, plus on s'est rendu compte que la première difficulté à laquelle on se confrontait, c'était de permettre aux gens qui n'avaient pas le temps, qui n'étaient pas des pros de la vidéo, qui savaient pas forcément ce que c'était de bien construire une vidéo, fallait que nous, on aide ces gens-là à créer un contenu vidéo qui soit intéressant, engageant, pour que les gens aient envie de regarder leurs avis de clients, quoi, tout simplement. Et en fait, en bossant là-dessus et en créant ce produit-là, dans l'audience finalement des gens qui utilisaient notre solution pour créer des avis, on a eu des personnes qui sont venues nous chercher pour nous dire « Ah mais tiens, c'est vachement cool ce que vous faites. En plus, vous avez une approche complètement mobile. C'est super intéressant. Est-ce que vous faites pas ça en marque blanche ou est-ce que vous n'avez pas une offre pro ?» Et le marché du B2C, on y reviendra peut-être après, étant peut-être un peu moins facile d'accès en France que le SaaS, on s'est dit qu'il y avait quand même un potentiel énorme. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mis un stop sur le premier projet. On a creusé à fond cette problématique de la vidéo pro et de se dire, OK, finalement, qu'est-ce que veulent les gens quand ils viennent nous chercher et nous dire ce serait cool d'avoir ce produit en approche pro. On a beaucoup parlé, on a vraiment creusé pendant 1 mois, on a fait que ça. Et puis, on a eu les idées très claires. On s'est dit qu'il y avait un marché énorme. Et le mois suivant, il y avait Canel qui sortait en V1 et puis, on arrivait à vendre directement la solution. Voilà, donc ça a vraiment été une approche
finalement, on est venu nous chercher sur la découverte de notre produit, mais on se rendait compte que le produit n'était pas du tout câblé sur le bon usage pour nous aider à décoller, quoi. Voilà un petit peu pour notre histoire de pivot. Alain, pour toi, Garnier, ça s'est passé comment? Moi déjà c'est pas ma première boîte de soft, hein. Donc moi c'est ma Genspot, ma troisième. Donc j'en avais monté une en 95 que j'ai revendue à Thales, et puis après j'en ai relancé une autre en 2003 que j'ai vendue à justement The CRM Company. Donc tu vois, le CRM, tu vois, c'est un monde que je connais un peu. Et du coup on voulait revenir. Alors je dis on parce qu'on était avec des associés, hein, pour revenir avec des associés. C'est pas juste un CEO, c'est aussi une équipe. Moi par exemple ça fait 2 fois que je monte des boîtes avec les mêmes associés. Et on voulait remettre l'humain au cœur des systèmes d'information. Tu vois, il y avait une espèce d'envie de ça. Et comme on avait revendu, justement, d'où cette idée de bootstrap, d'être aussi encore plus indépendant sur nos choix. Et en fait, on a commencé par faire ça en faisant justement, dans les années 2005, hein, c'est l'irruption de ce qu'on appelle justement maintenant les réseaux sociaux. Et donc, on a essayé de faire du partage d'informations entre les personnes. Tu vois, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand tu prends une petite URL, tu fais copier-coller dans Facebook et hop, ça te met une petite vignette et tout le monde trouve ça dingue. Bon, à l'époque, ça s'appelait le Spotit et voilà, on a lancé Genspot là-dessus. Voilà. Et après, en fait, simplement, c'est que le pivot, c'est que tu vois, le B2C, ce que dit Carole, c'est un monde très particulier. C'est un monde avec de la pub. Moi, j'aime pas du tout le modèle qu'il y a derrière. T'es à coquiner avec Google. Google nous avait déréférencé. Enfin, tu sens que t'as des puissances un peu obscures. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit vraiment. Et donc, on est rebasculé en B2B. Ça a été un pivot. On a appris ce qu'on avait fait pour tout le grand public et on en a fait une instance pour les entreprises. Et c'était devenu justement ce qu'on a allé appeler les réseaux sociaux d'entreprise. Enfin, tu vois, voilà. Donc, par rapport à Carole, on n'est pas venu trop nous chercher, nous. Tu vois, moi, pendant 5 ans, j'ai expliqué aux gens que vous allez voir, un jour, vous allez partager de l'info partout, de manière collaborative. Ça, c'est un peu souvent ce qui m'est arrivé dans mes histoires. C'est-à-dire que j'ai souvent fait de la techno et aborder des questions sociologiques un peu trop tôt, tu vois. Donc, et là, j'en avais un peu plus conscience vu que c'était ma troisième boîte. Mais quand même, tu vois, j'ai passé au moins 3-4 ans à faire de la conférence, de l'évangélisation, etc. avant que le marché, 2012 à peu près, alors là, explose. Et là, t'es content. Ouh, ça y est, enfin. Et là, par contre, c'est parti. Et d'ailleurs, Microsoft a acheté une boîte d'1 milliard à ce moment-là, prouvant qu'il y avait juste un petit marché au cas où derrière. Voilà. C'est l'histoire de Genspot, ça. Voilà. Et Alain? Alors moi, en fait, j'ai jamais pivoté vraiment sur celle-ci. Mais j'ai pivoté entre 2 boîtes, on va dire, et c'est marrant parce que c'est encore un exemple de B2C. Parce qu'avec mon associé, on avait avant un site de rencontre. Donc ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment du full B2C assez brutal, on va dire. Mais voilà, on aimait le modèle d'abonnement, mais on perd. Pour vous donner un ordre d'idée, on faisait 25% de churn par mois. C'est-à-dire que le mois d'après, on avait perdu un quart de notre part client qu'on allait reconquérir à coût de 50 000 € sur AdWords. Tout ça avec un critère de santé de l'entreprise qui était le nombre de personnes connectées en même temps le soir. Donc, tu peux pas vraiment prévoir, quoi. Faut vraiment, c'est le Karcher à AdWords. Et voilà, c'est un modèle qui marche, mais c'est un modèle assez épuisant. Donc quand on a vendu cette première startup, on s'est un peu posé autour de la table. On s'est dit, waouh, on adore l'abonnement, mais on aimerait bien que ça s'empile un peu plus et que ça soit plus pérenne, et surtout qu'il n'y ait pas de condition à ce que les gens se parlent entre eux pour voilà. Et donc c'était le moment, c'était autour de 2009, en 2009-2010, et on voyait arriver les Mailchimp, les Salesforce. Enfin, c'était un peu le début du SaaS qui se généralisait, Gmail pour un Google Suite à l'époque qui se lançait et tout. Et voilà, et on s'est dit, comme on a une bonne expérience entrepreneuriale, on sait que les factures, c'est un dénominateur commun, toutes les entreprises en font, donc forcément, toutes les entreprises peuvent être clientes. Et on est parti comme ça. Et bon, ça n'a pas été aussi évident que ça à faire, mais c'est ça le point de départ, en fait. C'était surtout d'avoir des métriques SaaS comme ceux qu'on aime, c'est-à-dire une base client qui grossit, qui se développe un panier moyen également, tous ces métriques qu'on aime bien faire évoluer dans nos boîtes. Et donc on pourra en reparler si besoin. Ouais. Alors, je sais pas si on arrivera à tout parler de tout, parce que 1 heure c'est court et qu'on a tous plein de choses à partager. Colin, pour toi, c'est quoi les business models qui marchent bien dans le SaaS? Les business models qui marchent bien dans le SaaS. Et les boîtes que tu vois évoluer, toi, tu les vois toutes émerger, te contacter, se présenter chez toi?
Très bonne question. Ça Alors, se je m'étais recule. concentré sur l'histoire et le pivot, mais du coup, je vais faire un pivot sur la question directement. Ce qui marche bien, ce qui marche le mieux, ça reste je pense, c'est le freemium. C'est le freemium à un moment donné qui permet d'avoir une acquisition de clients freemium dans un premier temps de manière massive pour ensuite les transformer naturellement au fur et à mesure du temps vers des clients premium. C'est facile à dire, la difficulté étant qu'à un moment donné, c'est bien beau d'avoir plein de freemium, mais ça ramène zéro, comme son nom l'indique. C'est free. Et derrière, mais pour arriver à avoir cette belle base de freemium, ça veut dire que derrière, il faut avoir les reins extrêmement solides d'un point de vue assise financière. Donc, on va arriver peut-être du coup sur la dernière question, mais comme ça, je te renvoie le pivot de ton côté. Du coup, Gabriel, c'est que derrière, il faut faire levée de fonds sur levée de fonds. Typiquement, je vais prendre un exemple d'une marque que je connais bien, hein, comme Asana, par exemple. Aujourd'hui, une marque comme Asana, tu rentres gratuit. Ils ont un modèle qui est freemium, qui est très smart parce qu'on a quasiment l'ensemble des fonctionnalités. En fait, on peut très très bien travailler comme ça. C'est juste qu'à partir de 5 utilisateurs, ça commence à devenir payant. Le pricing est pas trop élevé, mais en fait, plus tu as des utilisateurs et en fait, plus ça devient cher au final et plus tu as envie d'avoir les fonctionnalités extensives de la solution et en fait, plus tu es nombreux et plus ça te revient cher. Contrairement à un modèle classique où plus tu es nombreux, moins ça te revient la place, l'utilisateur, le prix dégressif, là, c'est presque l'inverse. Donc ça, je trouve que c'est un modèle qui est extrêmement smart. Mais voilà, il faut avoir les moyens et de la plateforme qu'elle propose, qu'elle a une proposition de valeur suffisamment intéressante pour se démarquer, d'une part, et d'autre part, une assise financière extrêmement solide. J'ai jamais regardé le nombre de levées de fonds qu'ils ont pu faire à Asana, à mon avis, mais ça doit dépasser les 10 sans difficulté. Ils ont dû faire une série C, c'est certain. C'est le cofondateur de Microsoft, de Facebook, donc. Ok. C'est Dustin Moskovitz, ouais, c'est vrai. Des tout premiers, et donc je pense que même s'il faut en remettre un peu au pot, il peut gérer, quoi. 450 millions de dollars de levée. Et justement, tu m'as fait la transition. Carole, Alain, pourquoi vous avez levé? Et le deuxième Alain, pourquoi tu as réussi et pourquoi tu n'as pas cherché à lever? Pourquoi alors? Enfin, je vais commencer, mais pour notre part, voilà, on ne s'est pas lever le matin en se disant il faut qu'on lève. Mais on est quand même dans un métier voilà, où il y a quand même pas mal de financement à faire en R&D et autres dès le départ. Donc nous on a fait une petite levée, notre première levée, enfin, c'est 1 million d'euros quand même, mais c'était par rapport à ce qu'on a levé après, c'était tout petit. Voilà, parce que ça permet tout simplement de scaler plus vite, d'aller plus vite. Alors après il y a des très beaux exemples de bootstrap, ça c'est évident. Maintenant il y a aussi beaucoup de confrères que j'ai vus voilà, être bootstrap et mettre le bootstrap en avant pendant des années, puis au final faire une grosse levée. Donc c'est jamais, on est bootstrap que le temps où on le reste, à ma connaissance. Mais voilà. Donc après, pour revenir sur ce que disait Colin sur le pricing, alors le freemium et ça, alors c'est très bien. Il y a des très magnifiques exemples de freemium, Mailchimp et autres. Enfin, il y en a plein. C'est vrai que nous, on a été assez frugal, 1 million d'euros, c'est pas beaucoup dans le SaaS comme levée. Et nous, on est parti dès le départ. Nous, c'est un abonnement annuel payable upfront. Donc, on aime la difficulté, mais c'est le principe de base, c'est comme ça qu'on vend sur celle-ci. Et le fait est que ça a toujours bien marché et c'est quand même assez génial en termes de trésorerie, notamment au début. Parce que quand tu prends tes 12 mois de MRR d'un coup, forcément, ton client futur t'aide à financer ton développement actuel, quoi. Donc nous, c'est un modèle qu'on aime bien. Voilà, donc le freemium est une voie, mais je pense aussi que ça dépend du produit. Il y a des produits qui sont très adaptés au freemium parce que produit simple, pas stratégique. Nous, on vend un logiciel de facturation. Enfin, voilà, on prend pas une facturation pour 3 mois sans engagement pour churner. Ça n'a aucun sens. Généralement, c'est plutôt transformateur. Donc voilà, ça dépend des métiers, quoi. Alain, tu veux répondre sur le bootstrap ou Carole sur pourquoi qu'est-ce qui t'a amené à lever? Est-ce que Alain, tu veux répondre en... Ouais. Je sens l'envie. Oui, ça c'est l'envie, ça de. Mais justement, moi, faut pas oublier que j'avais ma première boîte, j'ai levé des fonds.
Donc en fait, j'ai déjà fait une première expérience. Et moi, dans un des éléments qui me caractérise, c'est que j'aime bien toujours faire des trucs différents. Donc ça, c'est un élément aussi important. Donc et je vous cache pas que, comme toujours dans ces cas-là, la levée de fonds, c'est sympa, mais il y a toujours beaucoup d'amertume. Tu vois, faut aimer le Schweppes sans sucre. Tu vois. Donc c'est quand même et là, donc on est justement pour un peu essayer d'apporter des infos au marché. Bon, voilà, évidemment, il y a toute une façade formidable et quand on lève des fonds, tu vois toutes les équipes comme ça avec des étendards et tout, et c'est le grand bonheur. Mais derrière, tu as des pressions de dingue qui te tombent sur la tête. Derrière, tu as des têtes qui tombent ici ou là, et c'est pas que des rois feignants. Et puis trois, c'est que quand même aussi, du coup, tu as un exit qui peut être très difficile et voire même douloureux, et dans lequel sont les fondateurs sont pas gagnants. Faut pas oublier quand même que dans ce grand jeu, et en particulier en Europe, même si c'est moins pire qu'avant, les fondateurs sont pas les gagnants, les gens qu'on est là autour de la table, de ces levées de fonds, parce que quand tu regardes où va la valeur, elle va clairement ailleurs. Bon. Donc, moi, je l'ai vu pour moi, je l'ai vu dans des boîtes dans lesquelles j'étais au conseil d'administration. Donc, effectivement, moi, j'ai choisi après, mais j'aime beaucoup la façon dont Alain l'a présenté tout à l'heure, d'être bootstrap autant que faire se peut. C'est-à-dire que moi, je suis pas un ayatollah de dire jamais on pourra lever de l'argent, etc. Et il a bien raison de le dire parce que c'est toujours à un moment donné un choix d'accélération. Mais ce que je sais, c'est que lever de l'argent quand t'es pas sûr de ton accélération, même dans nos modèles B2B SaaS assez mesurables avec des analytics, etc., c'est vraiment la loterie, quoi. C'est vraiment la loterie. Je laisse de côté le love money, 500 000, 1 million que j'ai au début. Là, tu peux avoir des investisseurs un peu sympas, tu vois, qui sont pas. Mais quand tu commences à monter dans les tours, les mecs, ils viennent pas là pour jouer, quoi. Ils viennent là pour faire du cash, ils viennent là pour faire de l'upside. Donc, faut répondre à cette exigence-là. Et notre métier est quand même très risqué quand même, parce que justement, c'est génial. Il y a toujours de l'innovation. Donc voilà. Donc moi, j'ai choisi ça parce que aussi, je voulais être ni Dieu ni maître. Donc, et tant que faire se peut, on continue nous à grandir en bootstrap. Et mine de rien, parce que On n'aura pas le mot de la prix, les modes, etc. Par contre, par exemple, dans les valorisations, il faut quand même reconnaître que quand tu rentres pas dans le phénomène de valorisation avec les VC, tes valorisations sont toujours plus faibles. Il y a bien un monde financier qui crée à un moment donné une valorisation dans une autre bulle. Donc c'est à réfléchir vraiment 2 fois de lever ou pas lever. Voilà. Ça c'est le côté sympa de la levée de fonds. Je voudrais surtout pas prendre la parole, du coup, Carole, mais c'est juste pour faire un petit complément pour ceux qui n'ont pas fait de levée de fonds par rapport à ce que vient de dire Alain. C'est qu'à un moment donné, effectivement, il y a une valorisation quand on va faire une levée de fonds. Et ensuite, il y a des moyens qui peuvent être très coercitifs, effectivement, pour les fondateurs, qui est dès lors où, par exemple, si tu vas faire une revente, ou tu es forcé à te faire une revente au bout d'un certain nombre d'années, à un montant qui est en dessous de ta valorisation, alors tu vas pouvoir potentiellement perdre tout. C'est-à-dire que si tu vends pas à tel niveau, toi, tu auras zéro. Ce qu'on appelle des BSA ratchet, par exemple, c'est des outils qui sont utilisés, qui vont forcer du coup l'entrepreneur à aller au maximum. Mais si on est juste un petit peu en dessous, voire beaucoup en dessous, ça peut être zéro. Et en fait, les licornes dont on parle aux États-Unis, il y en a beaucoup aujourd'hui qui vont, les CEO, les fondateurs, partir avec zéro, parce que quand il va y avoir du coup une revente même à 100 millions, ça sera largement inférieur que le milliard de valorisation. C'était juste pour dire ce petit complément. Carole, si au passage tu peux répondre à la question de Samuel en même temps dans ta réponse, et si Alain Medvedev, tu peux répondre par chat à Anis peut-être. Alors, ne permet-elle pas de se consacrer plus facilement à son entreprise? Alors, très rapidement, nous, effectivement, côté Canel, on a fait le choix conscient, mais je pense que c'est un choix à faire. Et il n'y a pas un chemin absolu, ni dans un sens ni dans l'autre, et tout peut évoluer. Nous, on a fait le choix de grandir avec des systèmes de levée de fonds. Je pense que c'est effectivement très, très lié au secteur dans lequel on évolue, aux produits, au business model. Nous, notre histoire, elle a été que on était 4 fondateurs. On a commencé à vendre notre produit, c'était notre pivot. On a commencé à avoir une dizaine de clients et on avait un vrai sujet qui était qu'on pouvait pas attendre d'avoir la rentabilité pour pouvoir scaler notre business. À 4, on n'était pas capable, on n'avait pas les épaules suffisamment solides pour tout gérer. Donc, on l'a vraiment utilisé comme un moyen de croissance. Et pour notre part, dans la vidéo pro et des outils qui facilitent la vidéo, c'est quand même un marché concurrentiel. Certes, peut-être pas autant que le CRM, mais ça reste un marché concurrentiel. Et il y a un vrai sujet de course à qui va réussir à prendre le marché. Et donc, nous, on a bien sûr réfléchi à tous ces éléments-là.
Et on a fait le choix de se dire on veut être dans la course et il faut qu'on soit parmi les premiers à pouvoir se positionner comme leader. Et pour ça, on n'a pas le temps d'attendre d'avoir une croissance qui est basée que sur de l'organique et sur du bootstrap. Mais bien sûr, je suis d'accord, faut savoir dans quoi on s'embarque quand on part dans des levées de fonds. À partir du moment où on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est difficile d'en sortir. Effectivement, pour ce qu'explique Colin sur la valo, sur le fait que à partir du moment où tu es rentré dedans, tu as une valo qui s'officialise. Le jour où tu as un exit, tu vas avoir un pacte avec tes actionnaires. À partir du moment où tu es rentré dedans, tu peux plus vraiment en sortir. Globalement, on peut pas non plus s'imaginer rentrer dans un système de levée de fonds en pensant qu'on va jamais revendre sa boîte. C'est difficile aussi de se projeter là-dessus parce que les investisseurs qui sont rentrés ont signé pour dire « Ok, moi, globalement, dans 7 ans, j'ai envie que tu vendes ta boîte et j'aimerais que tu aies fait un x10. » Et c'est globalement le fonctionnement intellectuel d'un investisseur qui rentre dans la boîte. Donc, faut le savoir. Et effectivement, après, il y a toute une partie de sa stratégie qu'il faut gérer en fonction de ces levées de fonds. C'est ce qu'on appelle l'equity story. C'est-à-dire qu'il faut bien réussir à lever au bon moment, à lâcher le bon nombre de capital, etc. Parce qu'on peut aussi faire capoter la boîte, non pas parce qu'à un moment donné, on a un mauvais produit, mais parce qu'à un moment donné, il y a une equity story qui a pété, etc. Et que du coup, plus personne va vouloir investir parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont pas forcément alignés avec ce qu'un VC voudrait voir. Donc voilà, donc c'est un choix qui peut quand même vraiment booster la croissance. Nous, on a fait ce choix, beaucoup de startups font ce choix, mais il faut être conscient effectivement que ça ajoute beaucoup de complexité et qu'il y a toute une gouvernance à gérer avec ces investisseurs et que c'est pas neutre et que ça prend du temps. Donc là, si je regarde la question de Samuel, ne permet-elle pas de se consacrer plus facilement à son entreprise? Je dirais oui et non, parce qu'une fois qu'on a du cash, on peut mener plus de tests, on peut grandir, mais il faut pas négliger non plus le temps que ça prend de lever des fonds. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'un CEO, quand il est sur une levée de fonds, il est au moins un minimum à 50% de son temps à ne faire que ça. Donc, pendant les quelques mois que dure une levée de fonds, faut imaginer que son CEO, il n'est pas forcément en train de vendre, il n'est pas forcément en train de s'occuper du business. Donc ça, c'est aussi une réalité à avoir en compte, à avoir en tête quand on lève des fonds, quoi. Tiens, je vais rebondir sur ce dernier point, du coup, Carole, Ouais. parce que je m'inscris dans tout ce que tu as dit parfaitement, sauf sur le tout dernier sujet, justement, sur le temps imparti pour faire une levée de fonds, parce qu'à un moment donné, quand on prend un leveur de fonds, typiquement, Alain pourra aussi, du coup, en témoigner, en fait, moi, la dernière que j'ai faite, ce qui est un peu plus de 2 millions, au final, j'ai pas passé de temps que ça, j'étais très focus sur un seul sujet qui m'intéressait encore plus que celui-ci, c'est le client, la satisfaction client et le chiffre d'affaires rentré par le client. Et du coup, je mettais des fois les rendez-vous de VC après les clients parce que je fais non, moi déjà, je m'occupe de mon business. Après, il faut la next step. Et finalement, ça m'a pas. Faut bien prendre en compte que dans tous les cas, ça durera 9 mois. C'est difficile à moins d'avoir une hyper croissance, d'être dans l'hyper centralisation parisienne, avec les très bons acteurs, etc., de faire des levées de fonds sur levées de fonds tous les 6 mois, comme on a vu encore Payfit qui en a encore refait une, même pas un an après l'autre. Mais globalement, ça sera 9 mois. Mais moi, j'y passais pas tant de temps que ça, quoi. C'était une demi-journée par semaine. Alors, moi, je rejoins un peu les deux parce que effectivement, si je regarde les levées, la dernière levée qu'on a faite, alors que celle-ci avait 10 ans et qu'on avait vraiment un business model solide, c'est sûr que c'était relativement smooth, on va dire. Par contre, la première, c'est pas du tout le souvenir que j'ai. C'était vraiment, c'était hyper chaud. En plus, c'était la première fois on l'avait déjà fait d'avant avec des business angels, mais là, c'était avec des fonds et c'est pas tout à fait, c'est encore pire juridiquement, j'ai envie de dire. Donc, la première était assez tendue. Et après, moi, il y a un autre truc pour ceux qui voudraient créer leur boîte que j'ai vu quand même sur 2 boîtes assez récemment. J'ai vu 2 boîtes françaises que vous connaissez, je les citerai pas par charité, mais c'est des startups SaaS qui ont pas marché à cause de ça. Notamment une qui avait levé 500 000 euros pour 50% de son capital. Ouais, mais là, c'est inutile de vous dire que c'était mal engagé, et une autre pareil, à peu près qui a lâché 30% de son capital pour 250 000 euros, ce qui n'est absolument rien dans le SaaS, 250 000 euros. Et ces 2 boîtes-là se sont terminées toutes les 2 par démotivation des fondateurs. Ça a été revendu, je pense pas des milliards
à d'autres acteurs du marché qui ont pris ça en petites briques pour consolider. Merci, au revoir. Et j'ai trouvé ça triste parce que c'était deux teams que je connais bien, deux teams qui sont bien, et voilà. Mais ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire, c'est de se surdiluer. Voilà. Moi, je trouve que pour une startup SaaS qui a un bon produit, qui a quand même démontré, enfin, qui a déjà démontré un produit et tout, à minima, c'est 1 million pour 20% du capital, quoi. Tu vois, c'est une valeur à 3 millions. Je pense qu'en dessous, c'est même pas la peine de discuter. Je vais peut-être donner des chiffres sur le marché, parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Justement, tout à l'heure, Carole a parlé de ça. Elle a dit, il faudrait faire par 10 en 7 ans. C'est un chiffre, on va dire, c'est une estimation, mais ça donne bien l'idée. Je vais vous donner les chiffres quand même, vu que j'étais le scientifique de la bande, ça a été mis sur LinkedIn. Donc voilà, 2010-2020, en fait, le chiffre d'affaires, le marché de l'édition logicielle en France a simplement doublé. Donc, en fait, ça fait un par deux en 10 ans. Donc, ça vous donne un peu le différentiel de la probabilité entre ce qu'est la croissance de marché et le fait qu'on attend effectivement un par 10 en 7 ans. Vous voyez, donc il y a un écart de 15-20. Quand on dit qu'il y a une boîte sur 10 qui foire à peu près, en fait, on est plutôt sur 1 sur 20. Hein. Déjà, il faudrait juste dire en France, parce qu'on va effectivement moins vite que aux US. 1 sur 20 qui réussit, tu veux dire? C'est-à-dire qu'arrive à remplir le contrat de confiance avec le VC dans lequel il n'a pas d'effet de dégradation sur ses propres parts, étant donné les valorisations de sortie. Je suis désolé mais c'est ça le sujet. Parce que sinon tout le reste tout va bien. Je veux dire, tu fais grandir ta boîte pendant 3 ans, t'as du cash. Au moins pendant ce temps-là, tu peux mettre des beaux icônes dans tes murs. Enfin, tu vois, tu fais marcher l'économie, comme aurait dit ma grand-mère. Et alors sinon, t'as 10 à 15 milliards aujourd'hui de chiffre d'affaires. Ça dépend si en France, si tu comptes ou pas le jeu vidéo, parce que c'est toujours un grand débat chez nous. Est-ce que le jeu vidéo est dans l'édition logicielle? Et juste un chiffre, parce que celui-là, en fait, il y a une création d'entreprise édition logicielle par jour. À peu près, je vous le fais simple, c'est un petit peu moins, mais j'ai enlevé Noël, et voilà, et ça représente 65 000 personnes. Donc effectivement, c'est un secteur qui est à la fois en croissance, mais pas en hyper croissance. Donc d'où le fait que les levées de fonds sont effectivement dans une attente qui est en dehors d'un marché. Donc on est clairement sur du venture capital, on n'est pas sur de la dette qui financerait, parce qu'on dit à chaque fois on a besoin de R&D, etc. Mais il y a plein d'industries qui n'ont pas besoin de venture capital pour monter des usines. Et puis il y a des gens, quand on monte une brasserie, il faut, enfin au lancement c'est pas le bonheur, mais ou un hôtel, il faut avoir des murs. Donc en fait, il y a bien, vous voyez, on est dans une industrie qui n'est pas dans une logique de financement qui va à la vitesse de son marché. Elle hyper accélère des acteurs. Et les autres sont comme les poussins qui sont envoyés contre le mur. Voilà, c'est ça notre réalité financière sur notre marché si on compare avec l'agroalimentaire, l'industrie, etc. Ça fait la transition là où je voulais aller. C'était justement là, chacun d'entre vous, Colin, t'as pas parlé de ta levée, mais enfin si t'en as parlé, mais chacun d'entre vous, avec ou sans levée, comment vous gérez votre croissance, comment vous gérez ces objectifs de croissance que vous vous donnez ou que vous avez donné à vos investisseurs et que vous devez réaliser. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des ratés justement? Est-ce que vous faites partie des 19 sur 20 ou des 1 sur 20? Et comment gérer cette confiance pour ceux qui ont un investisseur et cette, je sais plus comment tu appelais ta story d'investissement. Et de l'autre côté, comment sans investisseur et donc sans avoir quelqu'un derrière qui te colle au basque, Alain, t'arrives à tenir tes objectifs, à te donner des objectifs et à avancer en mode plus bootstrap et donc en n'ayant pas nécessairement les moyens toujours de faire ce que tu veux. Clairement, aujourd'hui, je pense que ça fait la transition et tout trouvé par rapport à ce qui a été dit. C'est qu'on est dans une industrie à risque. Effectivement, c'est pas de l'agro, c'est pas des patates dont on sait qu'à un moment donné, en mettant de l'eau et en mettant un minimum de pesticides, on va pouvoir les vendre, un petit peu plus cher, parce qu'on va dire que c'est du bio en plus. On est dans une industrie à risque. Donc les chiffres que tu as donnés, effectivement, du coup, Alain, ils sont vrais, et ils sont d'autant plus vrais aujourd'hui qu'on sait qu'il y a beaucoup de casse. Beaucoup de casse pour quelle raison? Parce que peut-être que la demande ne suit pas complètement l'offre, en tout cas sur le marché européen, contrairement au marché américain où la demande est extrêmement puissante en termes de consommation de logiciels SaaS. Nous, ça y est, on y est bien arrivé quand même, mais il y a eu de l'évangélisation. C'est vous qui l'avez dit, c'est vous qui l'avez faite cette évangélisation, même j'ai envie de dire d'une certaine manière. Moi, je suis arrivé à l'étape juste après.
Mais oui, on est sur une vraie industrie à risque où il y a de la casse, il va y avoir de la consolidation, comme tu le disais aussi Alain, avec les petits kimmers, ça permet à ceux un peu plus gros de garder un certain nombre de parts. Mais c'est difficile, et c'est d'autant plus difficile que, par exemple, l'histoire de GameSpot qui t'a permis d'arriver là où tu en es, cette histoire-là, est-ce qu'elle sera encore possible en 2020 en mode bootstrap? J'en ai des doutes, parce que comme il y a une hyper concurrence, comme on est sur un marché, une industrie à risque, si tu fais pas la première, la deuxième, la troisième levée de fonds, tu seras au mieux dans les 30% des entreprises qui survivent, qui vivotent, et les fonds d'investissement détestent ça, donc ils vont tout faire en sorte pour que tu accélères, quitte à ce que tu craches, parce qu'ils aiment pas avoir dans leur portefeuille une entreprise qui vivote, qui fait un petit peu d'EBITDA, qui fait 100 000, 1 million, mais ça les intéresse pas du tout. Soit du coup, tu feras partie de celle qui fait partie des 10-5% qui, pour le coup, aura derrière soit une valorisation supplémentaire pour la prochaine levée de fonds, ou du coup, va pouvoir y avoir une exit derrière. Ça répond à la question, je crois, du coup, de Guilhem WR, qui disait à un moment donné, est-ce qu'on peut faire sortir les investisseurs? Ben oui, si on trouve des investisseurs qui ont encore plus d'argent à un moment donné, soit du coup, il peut y avoir une revente dans le bon sens du terme, où derrière, le fondateur va sortir avec du cash qu'il aura d'ailleurs même souvent pas de suite, parce qu'il va l'avoir souvent en partie de suite, et après, au bout de 12-24 mois, dès lors où il aura bien démontré que oui, c'était pas du rêve, et le PowerPoint et les chiffres qu'il a passés, même si le commissaire aux comptes qui a mis son tampon, que derrière, il arrive vraiment à faire l'intégration de son entreprise à un groupe plus grand. Donc, ouais, enfin, je trouve que c'est un peu faut pas non plus faire peur, je pense, à notre auditoire. Tu dis que c'est un métier à risque. Moi, justement, j'aime ce métier parce que c'est un métier où on empile de la valeur. On a des clients qui restent. Moi, j'ai des clients qui sont là depuis 2012, et c'est la magie du truc. Nous, on a fait une première levée de fonds d'1 million, et les investisseurs sont restés 7 ans sans nous mettre jamais la pression. On a fait des EBITDA positifs, je pense, l'année qui suivait, et pendant les 7 ans qu'il y a eu entre notre première et deuxième levée de fonds, on a toujours été en EBITDA positif. Voilà, enfin, c'était au contraire. Non, c'est un métier qui est quand même très intéressant, et que tu dis qu'il y a beaucoup de concurrence. Certes, il y a beaucoup de concurrence, mais l'océan est aussi très très vaste. On est encore largement dans un métier de remplacement. Notre concurrent principal, ça reste encore Excel, Sage, Cegid, ou ce genre de trucs, ou des CRM on-premise, etc. Donc voilà, c'est concurrentiel certes, mais il y a tout à fait moyen de se faire sa place au soleil. Et je peux en parler, moi qui suis sur le marché le plus concurrentiel, parce que pas pour autant que mes clients sont pas fidèles, voilà, et que j'ai pas une boîte qui génère du cash, etc. Et d'ailleurs, notre premier fonds d'investissement, au deuxième tour, ils se sont soldés leur premier fonds et ils ont réinvesti avec de nouveaux fonds, ce qui prouve quand même une certaine confiance dans le modèle. Et après, les investisseurs, ça dépend aussi comment tu les choisis. Souvent, ça se voit sur leur tête au premier rendez-vous. Il y en a, même si c'est le plus beau fonds de Paris, si tu sens pas le mec, faut pas aller travailler avec lui. C'est aussi bête que ça, quoi. Donc bon, voilà, je pense qu'on a quand même des bonnes défenses et que c'est une bonne idée de lancer du SaaS, et d'autant plus en bootstrap, parce que certains, il y a des segments où ça peut tout à fait se faire avec une bonne exécution, une bonne agilité. C'est encore complètement possible, et je pense qu'on est loin d'avoir vu le bout. Carole? Ouais. Et je pense aussi, de toute façon, encore une fois, il y a plein de manières de voir les choses. Je pense qu'effectivement, sur la croissance du SaaS, je pense que ça reste quand même un business model qui est intéressant aujourd'hui pour plein de raisons. Ça l'est parce que d'un point de vue business, effectivement, l'évangélisation du logiciel, elle a été faite. Alors donc, merci à ceux qui l'ont faite. Mais quand on arrive aujourd'hui en tant que nouvelle start-up sur le marché et qu'on se dit qu'on va faire du SaaS et qu'on va voir des clients et qu'on pitch le SaaS, c'est communément admis et c'est maintenant ce qu'ils attendent. Et donc ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que, nous, quand on va voir nos clients et qu'on explique, nos prospects à ce moment-là, puisqu'ils sont pas encore clients, et qu'on explique, OK, vous allez faire de la vidéo en illimité, etc., ils sont contents de plus être dans un fonctionnement à l'ancienne du paiement à la vidéo et d'avoir plutôt une consommation d'abonnement annuel sur leur solution. Et donc, et même souvent, c'est un peu le préambule de dire attention, nous on veut rien installer chez nous, on veut être en mode SaaS. Est-ce que vous faites du SaaS? Donc ça, c'est quand même pas mal à avoir en tête. Et donc ça,
je rejoins ce qui a été dit, de se dire c'est quand même un super modèle. En plus de ça, même si on n'en a pas trop parlé, mais sur les avantages du SaaS et ce qui booste la croissance, c'est que comme on a globalement un produit qui est partagé, enfin l'utilisation du produit est partagée par tous les utilisateurs, bon même s'il y a certaines fonctionnalités qui sont accessibles, pas accessibles en fonction des utilisateurs, ça permet quand même d'avoir une équipe tech qui est hyper concentrée sur un produit, avec un produit qui va pouvoir bénéficier d'un énorme nombre de feedbacks d'utilisateurs. Et ça va être super intéressant pour faire progresser le produit rapidement et d'avoir toute l'équipe qui est vraiment concentrée sur, globalement, une mission. Là où, par exemple, quand on faisait des solutions avec, par exemple, des solutions en marque blanche, c'est-à-dire que on va créer une solution technique pour chacun des clients, ben là, en fait, c'est une énorme perte d'énergie et on va avoir des équipes qui vont être en charge de s'occuper de maintenir. Voilà, c'est une énorme dispersion. Donc, je pense qu'il y a des gros avantages d'un point de vue produit, d'un point de vue business, et on l'a dit, d'un point de vue investissement, parce que quand on cherche des fonds, si on a envie de chercher des fonds, mais quand on cherche des fonds, encore une fois, en France, en tout cas, c'est devenu le modèle sexy. C'est-à-dire que énormément d'investisseurs cherchent du SaaS. Avant de savoir dans quelle industrie, avant de savoir ce que fait le SaaS, enfin ce que fait le produit, ils se disent OK, tout en haut de ma to-do, moi je veux un SaaS et après je regarde ce que fait ce logiciel. Bien sûr, tous les investisseurs sont pas spécialisés sur le SaaS, mais c'est devenu une grosse tendance. Donc ça a beaucoup d'avantages. Et puis après, pour reboucler sur le sujet de comment on fait la croissance, personne n'a. Ouais, et puis j'aimerais revenir sur la question d'Anis qui dit pouvez-vous partager vos expériences sur vos stratégies de croissance d'acquisition client? Ouais. Juste pour revenir juste sur un sujet par rapport à la remarque d'Alain, effectivement, j'ai un comité stratégique avec mon fonds d'investissement cet après-midi où j'étais très orienté finance, marché, etc. Mais voilà, pour tout notre auditoire, aujourd'hui, il y a rien de plus grisant et d'excitant, je pense, en termes de métier qu'être développeur des solutions SaaS et de la vendre. On va à une vitesse. Moi, j'ai travaillé, du coup, j'ai fait du conseil auprès de CAC 40. Et là, aujourd'hui, le niveau, pendant quelques années, et le niveau où on est arrivé aujourd'hui, par exemple, chez Advisor, parce qu'on a besoin d'aller vite, d'être ultra efficace, parce que on a les possibilités aussi avec une levée de fonds ou deux. On est en capacité de faire des choses que je pense que peu d'entreprises peuvent faire au monde en si peu de temps. Et ça, je veux dire, ne serait-ce qu'en termes d'enrichissement personnel, professionnel, il y a rien de mieux, je pense. Je vois pas d'autres métiers qui permettent d'apprendre autant de choses en si peu de temps. Et ça, je veux dire, rien que ça vaut l'expérience. Même si on fait partie, tant pis, des 80% qui arriveront peut-être pas jusqu'au bout. Mais les 20%, puis les 20%, derrière, c'est pas quelques centaines de milliers d'euros qu'on peut se faire, si on marche bien. Je veux dire, j'aime pas le loto, mais ça, pour moi, t'as beaucoup plus de chances de terminer millionnaire quand je joue en loto en faisant du logiciel SaaS, quoi. Et ça, il y en a beaucoup qui l'ont compris et qui ont des bons comptes en banque avec. Voilà, c'était juste pour refermer la parenthèse. Voilà. Le côté plus d'un point de vue Ops, c'est génial comme métier. Stratégie de croissance et d'acquisition client. Ok. Carole, vas-y. Je me lance. Stratégie de croissance et d'acquisition. Je pense qu'il faut déjà avoir en tête vraiment de distinguer la typologie de clients qu'on va cibler. C'est pas parce qu'on fait du SaaS qu'on cible tous soit des grands comptes, soit des mini startups avec un self-onboarding. Donc, je distinguerai, voilà. Certainement, tout doit être expliqué dans ce livre que je vais m'empresser de lire. Nous, par exemple, chez Canel, on a commencé avec une approche SaaS Enterprise, c'est-à-dire qu'on a ciblé avant tout des grands comptes. Donc là, on était sur le même business qu'expliquait Alain tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on fait un paiement upfront sur un abonnement annuel. Et ça a des gros avantages, surtout pour une petite start-up qui démarre. Donc, j'imagine que peut-être Anis démarre et s'interroge sur ces premières étapes. C'est super intéressant parce qu'effectivement, on a le paiement upfront de la solution et ça permet d'avoir de la trésor et puis de redépenser de la trésor pour grandir. Donc ça, c'est pas mal. Nous, on a d'abord ciblé donc les grandes entreprises sur ce modèle-là et sur la stratégie d'acquisition. Ça, il y a pas de mystère. Faut y aller, faut vraiment se retrousser les manches pour rester poli. Globalement, il y a plein de techniques possibles en fonction de la cible. Faut tester plein de choses. Je pense que, avant toute chose, faut vérifier qu'on a un produit qui crée de la valeur et avoir bien identifié ses cibles. Donc, est-ce que je vends à tel département? Est-ce que je vends à tel département? Quel est le besoin les personnes, quand ils vont utiliser mon produit, est-ce que je réponds vraiment bien à ce besoin-là?
Et ensuite, tout simplement, il y a plein de techniques. Donc, je dirais que pour une toute petite startup qui se lance, c'est peut-être un petit peu ambitieux de se dire qu'on va en fait attirer tout le monde par de l'inbound. Donc, typiquement, se dire qu'on va écrire des articles, qu'on va être visible, c'est des choses qui sont longues à se mettre en place. Donc, en fait, si on commence en se disant, je vais écrire des articles et les gens vont venir à moi, je pense qu'il va se passer un certain nombre de mois avant que les gens ne viennent et commencent à s'intéresser à la solution. Alors après, il faut commencer l'inbound en même temps que tu commences à développer le produit. Exactement. Moi, j'ai vu des gens travailler leur inbound en même temps que le développeur commençait à faire le blog, le site, en même temps que le développeur a commencé lui à coder. Ouais. Et dans les 3 mois, 6 mois que le code a nécessité pour être fait, ils ont réussi à créer déjà une communauté et à avoir des bêta-testeurs dès le lancement du produit. Et de fait, je suis d'accord avec toi, l'inbound c'est long, mais si tu le débarres au bon moment, tu peux faire des belles choses en inbound et après venir rajouter de l'artillerie avec du paid, avec de l'outbound au moment où ça sort. Mais typiquement, souvent, le responsable marketing d'une équipe, il se fait chier pendant 1 an, le temps que le produit sorte. Alors, il est peut-être en même temps product owner et dans ce cas-là, il va travailler sur le produit. Mais s'il est que market acquisition, il n'a pas grand-chose à faire. Ouais. Mais il peut commencer à bosser son inbound tout de suite, quoi. Je pense que tu as totalement raison. Ouais, moi, j'ai spammé à chaque fois. D'accord, pardon. Ouais, mais il faut. Je suis d'accord. Les 2 boîtes, au début, on a scrappé et spammé comme des fous parce que de toute façon, on n'avait pas de budget marketing. Donc, si on voulait mettre des gens dedans, c'était le seul moyen. En fait, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que, alors, tu as totalement raison. Si tu fais un bon rétro-planning, tu peux réussir à commencer suffisamment ton inbound en amont pour que, voilà, mais après, tout dépend comment tu vas vouloir utiliser tes premières ressources. Et moi, mon premier retour, c'est de se dire au tout début de la vie de ton produit, faut démarcher les gens, quoi. Faut démarcher par en spam, en mail, en téléphone, en événements physiques, en événements digitaux. Enfin, tout ce que tu peux prendre, faut le faire. Faut pas avoir peur. C'est peut-être moins glorieux que quand tout le monde vient te chercher, mais au départ, ça marche. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu puisses peut-être commencer à inverser un peu ta balance de 100% de tes clients arrivent parce que tu as été les chercher, jusqu'à un moment donné où peut-être ça s'équilibre et tu as la moitié des gens qui viennent parce qu'ils t'ont découvert via un article, ceci, cela, quoi. Mais vu qu'on est en train de parler quand même du démarrage des boîtes SaaS, moi, tu sais, quand je fais des fois, ça m'arrive même de faire du conseil pour des boîtes qui arrivent j'ai un super projet, j'ai un super produit, etc. Moi, je dis, tu vois, on a quand même une chance de dingue, c'est que, aujourd'hui, avec une landing page, une page web dédiée, avec un gros bouton démarrer, d'un côté, qui t'amène même que sur un contact, tu vois, et ça y est, et de l'autre, moi j'ai pas honte de le dire, t'achètes du AdWords, et donc là t'as tout de suite de la coque dès le matin à l'heure que tu veux. Effectivement, après t'as plein d'autres techniques pour améliorer ensuite ton mix justement d'acquisition, mais au départ tu peux tester ton marché mais hyper vite. Moi, j'ai une boîte en tête là. Ils étaient persuadés qu'ils allaient vendre un persona, comme disait Carole. Là, et bon, vous êtes sûr très bien. Bon, moi, j'étais plutôt en mode coaching. Très bien. Vous savez quoi, on va le tester. Ouais, c'est parti. On met du AdWords. Le lendemain, typiquement, il y avait 0 clic. Et donc là, ils se sont dit merde. Et puis alors, par contre, par effet de bord, il y avait des gens qui venaient dans leur truc et c'était pas la cible initiale. Alors, on parle de pivot, ils ont pivoté sur la nouvelle cible et là ils en ont vendu. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils auraient pu passer 1 an à s'épuiser, alors que là ils le voient tout de suite. Donc le modèle SaaS pour ça, il est incroyable, c'est qu'en fait avoir sa cible et voir laquelle est la bonne et pour ensuite scaler. Alors je dis pas après que c'est facile parce qu'après c'est difficile après d'aller chercher tous les autres, mais au moins déjà de se faire une idée, de filtrer son marché, ça c'est une chance qu'on a dans notre marché de pouvoir faire ça. Par contre souvent, moi je le dis comme ça, c'est qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire non ça marche pas, il faut passer à autre chose. Et ça c'est dur parce que quand on a passé des mois à croire à son projet vers telle cible ou telle autre, pour un fondateur des fois c'est dur de se dire non c'est pas cela c'est pas cela à qui je vais le vendre. Ton histoire, tu vois, de TripAdvisor, tu vois, Carole, qui a eu le courage de dire, non, je vais faire des vidéos pour les grands comptes, alors qu'en fait, dans toutes les, elle racontait sans doute, non, mais moi, tu sais, les voyages, c'est important. Ah oui, les voyages, c'est super. Tu vois, t'es obligé t'as une part de toi, t'es obligé de transférer dans ta nouvelle cible. Et moi, je dis que c'est souvent ça qui est le plus difficile dans la création de boîtes SaaS. En tout cas, moi, dans celles que je conseille, que je suis. Pour répondre, j'ai juste un bon tip à donner parce que nous, comme on est de la rencontre, on est donc du B2C et dès le départ sur celle-ci, on a mis un programme de parrainage.
C'est-à-dire que nos utilisateurs pouvaient en parrainer d'autres. Et en fait, on leur redonne 20% de l'abonnement annuel du filleul en cash. C'est-à-dire qu'on leur fait un chèque ou un virement. Et ça, 12 ans après, ça représente toujours 40% de nos nouveaux clients tous les mois. Et sur les leads qu'on reçoit comme ça, on a un taux de closing de 77%. C'est un truc de malade. Donc voilà, c'est un moyen, dès qu'on a ses premiers clients, de dire, faites tourner. Et ça marche, ça nous a toujours bien servi. Donc, et c'est assez facile à mettre en place. Donc, à mon avis, à mettre en place dès le départ. Colin? Yes, effectivement, là, il y a le modèle AAA2R qui est assez connu, hein, qui est acquisition de trafic, activation de ce trafic, rétention de ce trafic, de l'email. Et c'est vrai qu'il y a le R qui est referral, qui a visiblement très bien marché pour celle-ci, parce qu'à un moment donné, avoir des clients ambassadeurs qui vont être des promoteurs, qui vont d'ailleurs même se faire du cash à un moment donné en retour, c'est juste un modèle génial, quoi. Payer ses clients, forcément, ça met des boucles vertueuses un peu partout, je pense. Et c'est les meilleurs vendeurs, parce qu'aujourd'hui, dans le monde du SaaS, c'est les deux sujets qui remontent le plus souvent, généralement, c'est les revues des pairs, donc le partage d'informations par les pairs et les revues, et les reviews, les avis qu'il peut y avoir sur des solutions, quoi. T'as réussi à parler d'Advisor, t'as bien fait. C'est quand même un super bon moyen de lancer son logiciel aussi, c'est d'être présent sur Advisor, et je pense que un certain nombre des participants sont présents chez toi aussi. Alors oui, du coup, alors, effectivement, j'allais mettre justement un lien sur Advisor, pas tant pour ramener du coup le sujet vers ma société, mais sur une étude que j'avais faite il y a quelques temps. Parce qu'effectivement, du coup, là aujourd'hui dans le jeu de persona, c'est Alain le scientifique. Je suis passé pour le littéraire parce qu'on fait beaucoup de contenu sur Advisor pour faire de l'acquisition de trafic, pour faire la promotion des éditeurs logiciels. Mais c'est vrai que je suis plutôt scientifique à la base. Et du coup, j'avais lancé une grande enquête sur toute la France qui nous a servi pour le livre. Hein, du coup, à un moment donné, Gabriel, mais sur tous les leviers de génération de trafic quand on est éditeur de logiciels SaaS. Donc, il y avait une enquête qui avait été faite avec du coup plus d'une quinzaine de clusters un peu partout. Il y avait des centaines de répondants, beaucoup de chiffres, de métriques, et dedans on retrouve du coup globalement 5-6 leviers qui sont inhérents au monde du logiciel. Donc forcément, on a parlé de référencement naturel avec la partie contenu qu'il est absolument nécessaire de travailler le plus tôt possible, parce que c'est pas du sucre rapide comme le disait Alain, c'est plutôt du sucre lent. Donc il faut quand même le préparer un minimum pour qu'ensuite il y ait de l'acquisition de trafic sur son site web. Il y avait une question qui était posée sur l'indirect. Oui, du coup, l'indirect, ça marche aussi encore pour beaucoup d'éditeurs. Donc, c'est quoi l'indirect? C'est travailler avec des revendeurs, des distributeurs qui vont vendre la solution. Soit du coup avec des commerciaux qui sont sur le terrain, ça marche beaucoup dans tout ce qui est dématérialisation, encore ce qui est les imprimantes même qui vont avec, ou aussi dans le web, ce qu'on appelle plutôt du coup l'affiliation avec du partage de revenus, où donc des blogueurs typiquement vont créer des sites dédiés pour faire votre présentation avec des liens qui vont permettre de traquer, pour s'assurer que derrière, dès lors où il y a une vente chez le client, éditeur de logiciel, que le blogueur récupère X% de l'ARR. Voilà, un classique, c'est généralement si on travaille par des coûts par action sur des petits sujets, soit du coup on va jusqu'à des 20 à 25% de l'ARR ad vitam pour certains éditeurs qui adorent ce modèle. Il y a l'emailing, Alain t'en as parlé effectivement. On est entre nous, donc on peut se le dire, mais c'est vrai que je pense que tout le monde à un moment donné, peut-être un peu moins ceux qui sont un peu plus récents, mais tout le monde a spammé à un moment donné. Voilà, aujourd'hui, faut pas le dire, on est entre nous. J'ai acheté une base de données à l'époque de 100 000 décideurs et j'ai spammé, et du coup je me suis retrouvé blacklisté pendant quelques temps d'Office 365 et parce que tout le monde nous mettait en spam, mais ça a permis de faire de l'acquisition. Donc il a fallu un petit peu travailler les serveurs d'email derrière. C'est un petit peu de boulot, mais ça peut faire du bien au démarrage. Hein. Après, il y a le sucre rapide que tu disais du coup Alain sur tout ce qui est le paid. Donc clairement, là, à un moment donné, c'est très opportun, même des fois, avant même de lancer son produit, d'aller sur du paid. Donc là, je m'explique. Typiquement, vous faites des landing pages, des pages d'atterrissage avec un produit A, un produit B, un produit C. On a travaillé ces personas, comme le disait Aurore, mais on n'est pas sûr celui qui va réagir le mieux. Et du coup, on va faire des landing pages spécialisées pour chacun et voir la proposition de valeur, faire étudier, faire un A/B testing d'une certaine manière en temps réel pour voir là où ça réagit le mieux, là où ça convertit le mieux. Puis après, une fois qu'on a les meilleurs résultats, on va dire c'est ce produit-là qu'on
va développer. Donc c'est pas grave. Il y a eu des personnes qui ont laissé leurs coordonnées pour rien, mais c'est un très bon moyen de faire une étude de marché en temps réel. Et peut-être le dernier levier, effectivement, c'est celui des médias que je représente du coup aujourd'hui. Médias généralistes, c'est pas ce que je recommanderais. Surtout pas de passer par des agences de relations presse, ça coûte très cher et c'est pas toujours très opportun. Allez sur des médias spécialisés si vous êtes dans l'univers des RH, il y a plein de médias super bons dans les RH, dans l'univers de la collaboration ou vers des cibles DSI, il y a plein de médias qui sont spécialisés sur telle cible ou tel secteur d'activité et c'est voilà, clairement ce que fait aujourd'hui Advisor en étant sur tout le B2B en général. Bon on arrive vers la fin. Je voulais parler d'un dernier sujet, l'international. On n'a pas pu parler de RH non plus. Donc on savait que ce serait frustrant. On aurait dû faire 2 heures, mais le format nous le permet pas à ce moment-là. Une prochaine fois, en tout cas, je pense qu'on va se faire une deuxième session. Si vous le voulez bien, on peut se faire une deuxième session dans 2 mois. Je trouvais que c'était vraiment riche et chacun apportait quelque chose. Si vous voulez, dans votre mot de la fin, parler d'international ou d'un sujet qu'on n'a pas pu évoquer, je vous laisse la liberté de finir. Et puis merci à tous, c'était vraiment passionnant. Alain Garnier, si tu as envie de commencer à conclure, et puis on... Ben, tu vois, moi, justement, vu qu'on est proche de la fin, moi, j'aurais plutôt parlé de l'exit. Tu vois, ça pourrait peut-être, voilà, tu vois, l'exit. Et effectivement, moi, je pense que l'exit, c'est important. Nous, on a déjà repris 4 boîtes, tu vois, là, dans l'histoire de Genspot, 4 de nos concurrents qu'on a rachetés, dans des situations plus ou moins, justement, difficiles, hein, parce que c'est pas simple. Et en fait, il faut penser aussi notre monde comme un écosystème. Moi, je pense que si ça, c'est le point. Ma première boîte, j'étais persuadé, si tu veux, que je l'emmènerais jusqu'à ma retraite. Hein, je dis comme ça. J'avais toujours le modèle de mon grand-père plâtrier. Donc, tu vois, il y avait un truc, il a fait ça toute sa vie et tout. Et en fait, une fois que j'ai revendu ma première boîte, je me suis dit, attends, il est où le sujet, quoi. Et tu vois, j'en suis à ma 3e, etc. Il faut vraiment penser tout ça comme un écosystème. Et en fait, quand on dit que les boîtes échouent, non, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, elles rejoignent une autre boîte qui grandit. Et c'est vraiment cette idée d'écosystème. On nourrit nos clients avec nos produits, mais à un moment donné, on peut nourrir une autre boîte avec notre boîte en tant que telle. Il faut vraiment avoir ça en tête pour tous les fondateurs. Et du coup, ça met aussi beaucoup moins de pression sur ce côté, justement, éditeur SaaS, par rapport à la discussion de tout à l'heure, le risque et tout ça. So what, quoi. Je veux dire, en fait, si pendant 3, 5, 10 ans, on fait grandir une boîte et qui repart dans une autre boîte, c'est déjà une magnifique histoire. On a appris plein de choses et on peut repartir sur une autre. Plutôt que d'être dans cette espèce d'obsession. Ah, si je suis pas le premier, j'aurais rien fait de ma vie. Bon, moi, je pense que justement, ça, il faut sortir ça de la tête et que ça enlèverait beaucoup de pression et on aurait aussi beaucoup plus de... ce que Alain disait tout à l'heure, je veux dire, on grandit très très bien sans être obligé d'être Salesforce mondial, voilà, et on va très bien. Donc moi je voilà, et l'exit fait partie de ça, et donc que décrisper les futurs CEO à la question de revendre leur boîte, voilà, parce que ça c'est ce que je donnerais comme conseil, voilà. Le deuxième, Alain? Tu me parles d'international, qui est un sujet qui me gratte un peu parce qu'on s'est quand même planté 2 fois à l'international. donc je peux en parler quand, voilà, je peux déjà dire que c'est pas évident. Alors nous, en plus, on complexifie puisqu'on a un produit qui est assez compliqué. La facturation, c'est très différent en Allemagne, en Espagne et tout. Donc, il y a une composante technique forte qui fait que si on veut vraiment lancer un pays étranger, il faut qu'on parte avec une équipe de dev. Donc, et ça, c'est généralement quand on fait l'international, on envoie 3 commerciaux. Nous, c'est pas possible. Nous, il y a 1 an de dev avant. Donc voilà. Donc c'est des sujets qu'on va remettre en place. Après, bien évidemment, il y a des boîtes qui sont par contre très très adaptées à l'international, voire qui ont même intérêt à commencer à l'international. Je pense à Hunter, que vous devez tous connaître, gros hacker que vous êtes, qui est une boîte créée par deux Français qui sont des copains, il y en a un à Bangkok, l'autre à Berlin, et ils vendent à 98% c'est global, quoi. C'est-à-dire, ils vendent en France, mais ils vendent surtout aux États-Unis. Très belle boîte, d'ailleurs. Donc, je dirais que ça dépend du produit, comment tu le fais au départ, comment tu l'inscris dans ta stratégie. Voilà. Nous, on a une forte traction sur la France. Voilà, on se concentre dessus, mais il y a probablement une nouvelle levée de fonds bientôt qui va nous aider à vraiment y aller à l'international, effectivement. Scoop. Carole? Ouais, je complète sur l'international. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est complexe et où beaucoup de boîtes peuvent se casser les dents.
Je compléterai peut-être là-dessus avec les opportunités qu'il peut y avoir sur ce qui s'est passé avec le Covid et le fait qu'il y ait beaucoup d'équipes qui soient passées en télétravail, en full remote, que ça se soit vraiment démocratisé, que par exemple nous on fasse plus une seule démo en physique, effectivement tout se fasse en digital. Je pense que nous par exemple chez Canel on est passé en full remote et on a vraiment décidé de garder cette organisation. Et ce qui fait que vous aussi, super. Voilà, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est en train de se répandre avec beaucoup d'opportunités, ce qui fait que nous, dans notre équipe, il doit y avoir 4 personnes à Paris, une à Rennes, une en Italie, une autre en Espagne, etc. Pour l'instant, c'est tous des Français, mais l'idée, c'est justement que sur l'international, mettons de côté le produit en lui-même et les difficultés qu'il peut y avoir à voir si son produit est adapté à un autre marché. Nous, par exemple, pour faire de la vidéo, il n'y a pas de complexité absolue à vouloir dire, tiens, je vais faire de la vidéo plutôt en Espagne, aux États-Unis qu'en France. Il peut y avoir juste des traductions de produits, mais le produit n'est pas lui-même très compliqué. Et du coup, ça peut ouvrir des champs, des possibles sur des nouvelles manières d'internationaliser la boîte, avec simplement le fait de recruter un profil local qui va être au UK, aux US, sans forcément avoir besoin de lancer une artillerie lourde sur l'international. Donc voilà, ça peut être des perspectives aussi de traiter ça de manière un peu différente. Encore une fois, je mets de côté le produit et les développements techniques qui peuvent être liés au produit parce que ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'était juste pour ouvrir la réflexion là-dessus. Ah ouais. Colin ? C'est le rêve. Alors, sur ce sujet, il y a 2 sujets. Il y a l'international et puis là, on a abordé le sujet des nouvelles organisations au travail. J'ai passé un lien, on est en train de faire une enquête sur le sujet. Moi, je suis, alors, je vais être un peu dissident, je suis contre le full remote. Le full remote, c'est bien, mais à temps partiel. À un moment donné, les équipes, elles ont besoin de se retrouver, à un moment donné, d'échanger. Et c'est vrai qu'il faut des formats hybrides. Alors, certaines personnes seront extrêmement heureuses en full remote, d'autres seront très malheureuses. Et aujourd'hui, on a mis en place, du coup, j'ai un peu pris le droit du travail. On a essayé de le tordre dans tous les sens pour faire un modèle où, en gros, on peut travailler chez Advisor quasiment sur les heures qu'on veut, quand on veut, où on veut. Mais les personnes, du coup, elles reviennent au bureau. Et en fait, c'est drôle parce que plus je laisse la possibilité d'aller ailleurs, plus les personnes reviennent. C'est intéressant. En termes de gestion des talents, faut pas oublier qu'on travaille qu'avec des personnes très intelligentes, hein, globalement, dans le monde du SaaS, dans les collaborateurs internes et dans l'écosystème. Et du coup, plus on laisse à un moment donné de flexibilité, d'ouverture aux collaborateurs, plus en fait ils seront engagés. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour les personnes qui sont peut-être au démarrage, qu'il faut garder en tête. Moi, j'ai mis plusieurs années avant de le comprendre. Voilà, faut être le plus flexible possible, le plus agile avec ses équipes, avec les professions intellectuelles. J'étais déjà un petit peu avant flexible, mais là, j'ai compris qu'il fallait presque lâcher totalement les vannes. Après, faut bien s'entourer des contrats qui vont avec. Sur la partie internationale, aujourd'hui, sur un sujet comme Advisor, aujourd'hui, nous, clairement, c'est le relais de croissance. On n'est pas borne globale comme des éditeurs de SaaS devrait l'être peut-être pour un certain nombre aujourd'hui, qui démarrerait. On a clairement commencé sur la France pour bien comprendre notre métier, le marché, mais ensuite aujourd'hui c'est clairement le relais de croissance. On a 700% de croissance à l'international par rapport à l'année dernière. Le chiffre d'affaires qu'on avait sur la France l'année dernière, c'est le chiffre d'affaires qu'on a sur l'international. Donc on a quasiment 30-35% de nos revenus aujourd'hui, et c'est là qui drive, c'est là où le marché drive en fait. Donc oui, il faut y aller dès lors où le marché dès lors où ça fait sens, qu'on n'est pas dans un océan rouge non plus. Merci beaucoup à tous, c'était passionnant. Comme le disait Alain Garnier, always be closing. Je suis d'accord avec lui et donc je vais le faire. Je vous rappelle ce petit livre qu'on a fait avec Colin. Vous avez vu, Colin a une vraie connaissance du sujet. On a mis nos 2 connaissances là-dessus. Ce plus gros livre, si vous voulez construire votre stratégie d'acquisition, je vous ai partagé un lien sur la stratégie d'acquisition dans le monde du logiciel. Mais cet outil est vraiment très utile et en plus pour avoir le panorama avec la cartographie de l'acquisition de tous les leviers que vous pouvez utiliser. On en a parlé de quelques-uns, du référencement naturel, de l'indirect, de la vente, des RP, etc. On aborde les 90 leviers différents qu'on peut utiliser dans la cartographie de l'acquisition que je vous présente là. Et puis, si vous avez besoin d'une agence, 1 minute 30, on est ravis
alors c'est en gros, hein, je vous invite à regarder plus en détail. Il y a une petite vidéo sur le site sur la cartographie de l'acquisition. Et puis, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner, n'hésitez pas non plus. On a l'habitude d'accompagner des agences et je suis très fier d'avoir celle-ci comme client maintenant depuis 2 ans. J'en profite. Avis à James Spot et à Canel aussi, le cas échéant, et puis à tous ceux qui sont dans la salle. Merci beaucoup à vous, c'était passionnant. Et effectivement, j'ai très envie qu'on fasse une V2 pour aborder tous les sujets qu'on n'a pas abordés parce que il y en a encore beaucoup. C'est quand même hyper sympa d'échanger entre pros avec chacun ses expériences. Merci beaucoup à Alain qui nous a présenté Carole aussi. Et merci à toi, ravi d'avoir fait ta connaissance. Merci à tous, à très vite. Et merci. À bientôt. Et on sera présent pour la prochaine. Ouais, et puis Alain, j'ai bien envie de te présenter ma démo. Donc, Écoute, les deux Alain d'ailleurs, si vous êtes partant. welcome. On vous Allez. fait une démo. À plus. Merci à tous.